Donc nous allons maintenant enchaîner sur la place et le rôle des indications géographiques dans un contexte de transition agroécologique. On reste dans le sujet avec Monsieur Valseccini, donc directeur de recherche INRAE, expert en économie de la qualité. Merci beaucoup Cécile et merci de m'avoir invité ici. C'est un très grand plaisir d'être ici. D'abord parce que j'étais pas venu à l'ESA depuis très très longtemps. Je vois que c'est toujours une très belle école et même elle a embelli encore. Et puis ça fait bien longtemps que j'ai pas rencontré des professionnels qui travaillent dans le domaine qui est le vôtre. Mais à l'époque, et je vais y revenir, j'en avais rencontré beaucoup. Et c'est d'autant plus un plaisir en tant qu'INRAE d'être ici que peut-être certains d'entre vous le savent, mais l'actuel PDG de l'INRA, Philippe Mauguin, a été directeur de l'INAO. Je crois que c'était autour des années 2005. Je ne suis pas sûr de l'année, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Donc ça, si je commence par ça, c'est pour dire que mon institution, INRAE, qui a été créée en 2020 de la fusion de l'INRA, dont moi-même je suis issu, et de l'IRSTEA, eh bien, INRAE, aujourd'hui, est quand même très proche, ou cherche à être très proche d'un certain nombre de problématiques qui sont celles qui vous occupent aujourd'hui. Et je vous en ferai un peu l'histoire, en fait. Alors l'histoire, c'est un peu la mienne, d'une certaine manière, parce qu'effectivement, je suis économiste de formation, mais après avoir fait de la recherche pendant à peu près 25 ans, je suis entré à l'INRA à l'époque en 1986. Donc vous voyez, ça date un peu. Et après avoir travaillé pendant 25 ans comme chercheur, ensuite je suis passé aux affaires européennes où j'ai eu la chance de lancer le concept d'agroécologie. Et ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce concept autour duquel et sur lequel vous travaillez tous, c'est quelque chose qui a une histoire. Et cette histoire, elle est très récente. L'agroécologie, c'est une idée qui n'existait pas avant les années 2000. Et c'est une histoire qui est, j'ai envie de dire, difficile, débattue, parce qu'au niveau européen, par exemple, eh bien, c'est une histoire c'est un concept, pardon, une idée qu'il a fallu négocier, imposer, et tous les pays ne partagent pas l'avenir de l'agriculture autour du concept d'agroécologie. Donc, c'est important à savoir parce que ça veut dire que c'est une des voies françaises du futur de l'agriculture, tel qu'on l'envisage, pas simplement en France, mais aussi ailleurs. Maintenant, il y a d'autres pays qui, évidemment, se sont coalisés pour porter cette idée, mais c'est quelque chose qui mérite encore aujourd'hui d'être défendu, d'être promu. Et une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est parce que je pense que c'est très important que tous ensemble, on puisse promouvoir cette idée qui nous tient à cœur pour des raisons sur lesquelles je viendrai tout à l'heure. Et puis, je voudrais dire également, dans mon histoire, depuis 2011, je suis président du comité d'histoire. À l'époque, il s'appelait comité d'histoire INRA-CIRAD parce qu'il était commun à l'INRA ou CIRAD. Maintenant, il s'appelle comité d'histoire comité pour l'histoire de la recherche agronomique. Et en fait, j'ai produit avec deux autres historiens l'histoire de l'INRA entre sciences et politique, qui retrace la trajectoire de l'INRA depuis 1946, date à laquelle il a été créé. Alors, là aussi, je suis obligé de le rappeler, mais en 1946, l'Europe mourait de faim. J'allais dire, n'exagérons pas, mais si, je n'exagère pas. La plupart des pays, à la sortie de la guerre, étaient dans un état alimentaire lamentable, et l'agriculture européenne était loin de nourrir la population. Et vous ne le savez pas, mais je le dis parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la guerre est juste à côté de nous. En 1946, il y avait des famines aux Pays-Bas. Il y avait des famines dans certaines villes italiennes, par exemple, je pense à Naples. Donc il y a des livres qui ont été créés là-dessus. Donc c'est pour dire que finalement, la sécurité alimentaire n'est jamais totalement acquise. Et INRA a été créé en 1946 justement pour contribuer à reconstruire, aider à reconstruire l'agriculture française et l'alimentation de la population. Et nous avons écrit ce bouquin, et ce bouquin va de 1946 à 2012. Alors, pourquoi 2012 ?
D'abord parce qu'on n'osait pas trop faire de l'histoire trop récente, mais c'était intéressant de s'arrêter en 2012, parce qu'en 2012, justement, le concept d'agroécologie refixait de nouveaux objectifs à l'agriculture française. Et je pense à quelqu'un, par exemple, je ne peux pas ne pas le citer, comme Michel Griffon, peut-être que vous connaissez, qui a eu un rôle très très important dans divers organismes, notamment au CIRAD, mais aussi à l'ANR, pour promouvoir justement l'idée d'agriculture écologiquement intensive. Alors voilà un peu pour l'histoire, mais venons-en à aujourd'hui et à ce qui m'occupe ici devant vous. Je vais commencer par une anecdote. Quand j'ai commencé mes recherches en tant qu'économiste, je me souviens d'une réflexion que m'avait faite un professionnel agricole. Ça devait être en 1987 ou 1988. Et je lui disais, voilà, je veux travailler sur les histoires de qualité, sur les questions de qualité des produits en tant qu'économiste, et en particulier sur les appellations d'origine. Et sa réponse a été celle-ci, mais je cite, hein, je ne l'invente pas, et il me dit, mais pourquoi vous voulez travailler sur ces produits folkloriques ? Sous-entendu, si marginaux et finalement si peu intéressants du point de vue économique. Et je peux vous dire que c'était la pensée générale en France sur ces questions-là à l'époque. Évidemment, les personnes, les agriculteurs en particulier, qui travaillaient déjà dans le cadre des appellations d'origine, par exemple, ou des labels rouges qui avaient été créés à peine quelques années auparavant, où l'agriculture biologique balbutiait à peine, bien sûr, eux, ils y croyaient. Mais l'essentiel de la profession agricole considérait tout ça avec un très très grand mépris. Alors, ce n'est pas du tout pour stigmatiser ce point de vue-là que je vous parle de ça. C'est juste pour vous dire qu'à ce moment-là, et on va en venir vraiment au cœur de la discussion, il y avait une opposition entre innovation, qui était portée par, bien sûr, l'amélioration des plantes, par exemple, pour n'en citer que cet exemple-là, l'agronomie, etc. Et puis, d'un autre côté, la tradition et les produits sous appellation d'origine, étant du côté de la tradition, étant du côté d'un savoir vernaculaire, d'un savoir local, et puis d'un savoir mal formalisé, mais au fond, est-ce que tout ça a un fondement scientifique réel, et est-ce que la qualité des produits qu'on accorde à ces signes, enfin à ces produits sous signe de qualité, est-ce que c'est quelque chose qui a un fondement? Donc c'était une question qui était très importante, et moi j'ai passé une bonne partie de mon existence scientifique dans les années 90, et y compris 2000, mais surtout dans les années 90, je vous dirai après pourquoi, mais y compris avec des personnes ici, j'ai cité tout à l'heure un agronome qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, mais c'est Salette, peut-être à certains ça vous dit quelque chose, bien sûr à Sastelin, Morla, et avec beaucoup de personnes de l'INAO, on a fait des programmes de recherche, et qu'est-ce qu'on a cherché à montrer, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? En fait, on a travaillé autour de deux axes. Le premier axe, c'était justement de dire, est-ce que la notion de terroir, est-ce que la notion de typicité, ça a un fondement scientifique? Est-ce qu'on peut montrer, pour le dire de manière un peu rapide, qu'il y a un lien entre la qualité des fourrages, la qualité des terres, et, la qualité des méthodes de production, et puis, in fine, la qualité, les caractéristiques qualitatives qu'on retrouve dans les produits. Tout ça, aujourd'hui, ça vous paraît quand même de l'ordre de l'acquis pour l'essentiel. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et ça l'était d'autant moins que dans le cadre des négociations internationales avec les États, Europe et États-Unis en particulier, les appellations d'origine n'avaient pas de statut fixé, et il fallait se battre en quelque sorte, arguments scientifiques à l'appui, pour montrer qu'en effet, tout ça, ce n'était pas de l'invention pour protéger les agriculteurs français, ce n'était pas du vent, mais qu'il y avait bien des fondements scientifiques qui montraient le lien entre, et je le montre ici, c'est ma photo, voilà,
dans le cas du Beaufort, entre le fait que les vaches mangent certaines herbes et puis que le goût de ces herbes se retrouve quelque part dans le goût du fromage. Bien sûr, je le dis de manière un peu plus rapide, mais vous êtes assez cultivé pour me pardonner cette approximation. Mais j'ai mis cette photo parce que cette première question, on voit bien déjà qu'à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas opposer tradition et innovation, et qu'en fait, dès cette époque-là, et même déjà avant, pour construire la tradition, il fallait de l'innovation, il fallait de la connaissance. Et donc, c'était une opposition, un antagonisme assez erroné. Donc là, je vois, par exemple, vous voyez sur la photo, c'est une station de traite en montagne, et je peux vous dire qu'au XIXe siècle, elle n'existait pas. Hein, et que c'est une station qui avait été mise au point par des chercheurs de l'INRA, justement dans les Alpes. Donc vous voyez bien qu'elle était de conception totalement, entre guillemets, moderne à l'époque. Là, c'est pareil sur la photo qui figure la transformation du fromage. Mais là aussi, vous voyez, alors je suis content de passer cette photo parce qu'elle date des années, celle-ci, elle doit dater de 1970, mais il y en a des antérieures. Il y a un chercheur qui s'appelle Germain Mocco, à qui les fromages industriels, entre guillemets, ou d'appellation d'origine doivent à peu près tout aujourd'hui. Et ce chercheur a mis au point les connaissances scientifiques sur les fromages et sur la transformation des fromages, mais aussi sur le lait, de la qualité du lait, avant même qu'on le transforme en fromage. Il a eu un impact considérable, ces recherches ont eu un impact considérable, et elles ont été faites à l'INRA. Ici, c'était la laiterie de Jouy-en-Josas, qui se trouve en banlieue parisienne. Alors, j'aime beaucoup ces photos, j'en ai beaucoup d'autres, où on voit la laiterie de Jouy-en-Josas, c'était la vitrine de l'INRA à l'époque. Alors, il se trouve que ce n'était pas très loin de Paris, mais chaque fois qu'on voulait emmener des ministres, et même des présidents de la République, par exemple Georges Pompidou, montrer ce que faisait l'INRA, on l'emmenait dans la laiterie de Jouy-en-Josas. Donc vous voyez que la première chose que je voulais faire, c'était tordre le cou à cette idée que innovation et tradition, c'est quelque chose qui serait antagonique. En fait, la tradition est toujours en train d'être construite, et elle est construite notamment grâce à des apports d'innovation. La deuxième chose sur laquelle on travaillait dans les années 90, et sur lequel vous continuez à travailler, j'ai entendu votre directeur, le directeur de l'ESA, dire quelques mots là-dessus, c'est évidemment, est-ce que ce lien entre un produit et un terroir, ça a une valeur pour les consommateurs? Est-ce que c'est quelque chose auquel les citoyens tiennent? Alors vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, mais à travers les signes de qualité, à travers l'étiquetage, à travers les mentions valorisantes, c'est cette question-là. Est-ce que ce lien a une valeur reconnue socialement parlant? Et est-ce qu'il a une traduction économique? Donc, on a montré évidemment que c'était vrai, et puis j'ai envie de dire malheureusement ce sont les crises sanitaires des années 90 qui ont montré à quel point cette valeur était acceptée et voulue par les consommateurs et aussi par les citoyens, parce que ce lien était considéré comme finalement aussi une réassurance autour des caractéristiques de qualité, y compris des caractéristiques de qualité hygiénique, sanitaire, qui sont évidemment dans l'alimentation d'une première importance. Alors, je voulais en venir maintenant à la question de l'agroécologie. Quand Cécile m'a demandé d'intervenir, je me suis quand même dit, mais qu'est-ce que c'est que cette grille? Quelle grille je pourrais éventuellement vous proposer pour vous aider, si c'est possible, à passer de la conception de la qualité et de l'origine que je viens de dire à quelque chose qui serait fondé sur l'agroécologie. Et il me semble qu'il faut revenir à la question de la durabilité et de la définition du développement durable. Alors, en général, le développement durable, on dit qu'il y a 3 axes, 3 piliers, 3 domaines. Je préfère en dire 4. Alors, tout ça se discute, mais on ne va pas se disputer sur des définitions. Pourquoi 4? Alors, d'abord, je vais les dire, et puis après, je reviendrai à l'agroécologie. Alors,
la première dimension du développement durable, c'est la dimension, alors celle sur laquelle on insiste tous, et qui vient spontanément, c'est la dimension environnementale, que j'ai placée en numéro 3 ici. Et on voit bien que la problématique environnementale, elle est très très prégnante, et elle renvoie à la question de l'usage des ressources naturelles et patrimoniales dans le cas des indications géographiques. Et on voit bien à quel point les ressources, pour tout ce qui concerne l'agriculture, est quelque chose de primordial. Mais le renouvellement de ces ressources et le renouvellement à long terme de ces ressources est une préoccupation absolument majeure. Donc là, je n'insiste pas parce que je crois que ça vous est très familier, c'est quelque chose qui est probablement le plus facilement partagé. Ensuite, dans la dimension, une dimension du développement durable, c'est la dimension économique. On voit bien, en effet, dans le cas des indications géographiques, que c'est le partage de la valeur ajoutée et le fait que la valeur ajoutée soit collective, parce que, en général, les appellations d'origine, par exemple, sont faites sur la base de groupements de producteurs. Ça ne s'appelle pas forcément des groupements de producteurs, ça peut s'appeler syndicats, etc. Mais en tout cas, ce sont des collectifs. Et on voit bien que c'est une forme d'organisation des filières. J'ai beaucoup travaillé en tant qu'économiste sur cette question-là, qui permet justement de garder, de conserver au moins une partie de la valeur ajoutée du côté des producteurs agricoles, plutôt qu'elle s'en aille du côté de la distribution ou simplement du consommateur. Donc ça a été un moyen de retenir cette valeur ajoutée, et de ce point de vue-là, la dimension économique du développement durable s'exerce à travers les dispositifs d'indication géographique. Ensuite, il y a une troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est que les indications géographiques, les appellations d'origine en particulier, elles fonctionnent bien parce qu'elles ont bien fonctionné dans les pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, où les personnes, les citoyens, les consommateurs ont gardé quand même une certaine proximité avec les produits. Ils les connaissent à travers la gastronomie, par exemple. L'importance de la gastronomie est vraiment essentielle. Ils connaissent les produits, ils savent comment on les utilise, donc ils reconnaissent ils ont en commun avec les producteurs ce savoir sur les produits. Et une des difficultés justement aujourd'hui qui pourrait mettre les indications géographiques à la peine, ce serait que les consommateurs ne soient plus capables de reconnaître ce savoir qu'ils ont en commun avec les producteurs. Et puis, il y a une dimension, et c'est pour ça que j'ai rajouté une quatrième dimension, dans le développement durable, une dimension culturelle. Et je pense que c'est très important de le distinguer de la dimension sociale. C'est que la tradition, l'histoire, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et c'est quelque chose qu'on a en commun et qui n'est pas seulement gratuit. On voit bien que se référer à l'histoire, c'est quelque chose qui fait unité entre les personnes, entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vont admettre, qui vont accepter, qui vont même revendiquer le fait qu'ils ont quelque chose en commun qui leur est antérieur, qui est partagé, non pas parce que c'est eux qui l'ont créé, mais parce qu'ils se sont retrouvés créés par cette histoire. Donc ça, c'est quelque chose de très important de le dire par rapport aux indications géographiques, parce que cette dimension culturelle, eh bien, dans le cas des indications géographiques, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'indication géographique, en fait. S'il n'y a pas d'histoire partagée, au moins dans les représentations, ça va être très très difficile. Et d'ailleurs, je pourrais le montrer assez aisément, les pays où les indications géographiques ne sont pas implantées ou très peu implantées, ce sont des pays qui, dans leur culture, accordent peu de place à leur histoire. Ou alors l'histoire joue un autre rôle. Donc voilà les quatre clés d'équilibre du développement durable. Et très très clairement, ces quatre piliers du développement durable se croisent dans les indications géographiques, mais en fait, historiquement, ils ne se croisent pas avec la même importance. Et il est clair, par exemple, que la dimension environnementale, c'était une dimension qui était totalement absente
de la valorisation des indications géographiques dans les années 80 et 90. C'est quelque chose dont on savait que ça existait, puisqu'on mettait en avant les ressources locales, mais ce n'était pas du point de vue de l'environnement que c'était vu. Ce n'était pas du point de vue du respect d'un certain nombre des qualités des ressources naturelles. Et ce qui était le plus important à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est les deux points sur lesquels on a travaillé, c'était la question de la valorisation économique et c'était la question du rapport au consommateur. La valorisation économique du rapport au consommateur et puis évidemment en lien avec ce que j'ai dit également du rapport au terroir. Est-ce que c'est scientifiquement fondé, cette liaison terroir caractéristique des produits? Et la révolution agroécologique, c'est justement de dire, mais attendez, la dimension environnementale, elle est trop faible dans les indications géographiques. Elle n'est pas inexistante. Elle est potentielle, voire même virtuelle. Elle est en filigrane. Elle est entre les lignes. Mais elle n'est pas première. Et je me souviens, j'avais un collègue, Bertil Sylvander, qui était INRA à l'époque, et qui a été le premier à dire à l'INAO, justement, à dire, mais il faut vous préoccuper des questions environnementales. Et je me souviens que les réflexions, pas de l'INAO en tant que tel, mais de beaucoup de gens, c'était de dire, mais on s'en occupe déjà. Et en fait, ce n'était pas faux, d'une certaine manière, puisque s'occuper de manière patrimoniale des ressources naturelles et des ressources locales, c'est bien aussi s'occuper de l'environnement. Mais est-ce qu'on s'occupait de l'environnement d'un point de vue véritablement scientifique? Ça, c'était moins sûr. C'était moins sûr. Autrement dit, il y avait bien une révolution à faire. Il y avait bien une révolution à faire pour dire que les différentes dimensions environnementales des indications géographiques étaient quelque chose dont il fallait se préoccuper en tant que tel. Et c'est ça qu'a amené le concept d'agroécologie, c'est de dire l'environnement, ce n'est pas simplement la résultante de tout le reste. C'est quelque chose qui existe en tant que tel. Et alors là, je vais m'engager dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, mais qui est le vôtre. Et c'est ma dernière diapo. C'est qu'on voit bien que ce profil, et que s'affirme même aujourd'hui, cette idée que le concept de terroir n'est plus suffisant pour appréhender la réalité des indications géographiques à un niveau donné. Et que les écosystèmes, ou plus exactement les agroécosystèmes, donc les écosystèmes travaillés par l'homme à travers l'activité agricole, et en particulier l'activité agricole pour se nourrir, parce qu'il peut y avoir des activités agricoles non pas pour se nourrir. Donc l'activité agricole pour se nourrir travaille les écosystèmes, et les terroirs sont complètement reconfigurés par ça. Les terroirs qui étaient le fruit de l'histoire, qui étaient bâtis sur l'expérience séculaire, sur le travail séculaire des ressources naturelles, mais qui étaient devenues patrimoniales. Et le mot patrimonial veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était géré à partir d'une reproduction pour elle-même des ressources, et pas pour la valorisation qu'elles avaient. Eh bien, cette idée que la notion de terroir est le fondement des indications géographiques, c'est quelque chose qui est complètement en train de changer, qui a déjà beaucoup changé. Et pourquoi elle change? Parce que les terroirs ne sont plus ce qu'ils sont. Parce qu'on remesure, que les terroirs sont le fruit du travail de l'homme, et que donc le travail de l'homme et ses outils changent, donc les terroirs changent. La deuxième chose qui change, c'est qu'on pensait les terroirs comme, d'une certaine manière, puisque c'était le fruit de l'histoire, c'était immuable, ou sinon immuable, en tout cas très stable. Et on découvre, nom d'une pipe, que le réchauffement climatique bouleverse tout ça, que la nature n'est plus ce qu'elle était bousculée par le changement climatique lui-même. Donc on voit bien que cette notion de terroir n'a plus cette stabilité. Et on découvre une troisième chose, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette diapo, ce n'est pas du tout moi qui l'ai élaborée, évidemment je ne sais pas où je l'ai prise, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le copyright. Il
vous m'en excuserez. Mais on voit bien que c'est la notion de système. Alors, je ne vais pas me battre sur la notion de système. L'intérêt ici, c'est de comprendre que c'est extrêmement compliqué et que c'est plus compliqué encore que la notion de terroir. Et qu'il y a beaucoup de choses dans les systèmes et les agro-écosystèmes, il y a beaucoup d'interactions qu'on ne connaît pas et sur lesquelles vous travaillez. Et sur lesquelles il faut travailler pour connaître les produits du futur, pour connaître les produits qui bénéficieront dans le futur des indications géographiques. Alors évidemment, le vin est un exemple magnifique. Je sais que mon collègue Jean-Marc Touzard à Montpellier travaille beaucoup sur la question du vin par rapport au changement climatique. Mais alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être chercheur à INRAE pour se rendre compte que le réchauffement climatique et ses effets sur la culture de la vigne, et plus encore sur la manière dont on va faire le vin, va commencer à avoir des effets considérables, et à tel point qu'on peut penser que les limites nord de la vigne vont céder, ont commencé à céder complètement. Donc on voit bien que les périodes dans lesquelles on vit aujourd'hui, c'est que non seulement ils font prendre en compte les écosystèmes et les agro-écosystèmes, mais ils font prendre en compte le fait qu'eux-mêmes sont en train d'être totalement bouleversés par des phénomènes globaux. Et si ce sont des phénomènes globaux, ça veut dire que ce sont des phénomènes extrêmement puissants. Eh bien, vous êtes là maintenant, et c'est à vous, pour les professionnels et pour les agriculteurs et pour tous ceux qui sont dans les filières, pour sauvegarder, là, pour le coup, le domaine dans lequel vous êtes et les produits sur lesquels vous travaillez, mais aussi pour les chercheurs et pour ceux qui vous accompagnent. Eh bien, c'est autour de ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité, parce que j'avais juste, en mettant en perspective historique cette évolution, l'idée que ça pourrait vous appuyer et peut-être vous aider à continuer dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, mais que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Mais c'était fort intéressant et ça introduit justement fort bien la journée, donc merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Alain Treton. Je fais juste un commentaire, Oui. Parce qu'on a Jacques Gauthier de l'INAO, inspecteur national, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais qui vous confirme que Philippe Mauguin était directeur de l'INAO de 2002 à 2006. Comme ça, vous le notez. Merci de votre intervention. Là, on est sur un format, on ne l'a pas précisé, ou n'hésitez pas à noter vos questions. On aura un temps d'échange, mais plutôt en fin de matinée. Donc n'hésitez pas à noter les questions, à croiser des fois en fonction des différentes présentations. Et on aura ce temps d'échange plutôt une fois qu'on aura eu le panorama complet de cette phase introductive et des focus sur lesquels on va s'appuyer pour nos échanges.